Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a eu quelques petites infos du côté du FSR3 chez AMD. On a également des petites infos sur les futurs processeurs Intel. Et possiblement aussi de nouveaux processeurs chez AMD pour cette année. Bref, allons voir tout ça, allons-y, c'est parti. Et donc on commence du côté de chez AMD avec la RX 7900 XT qui continue de baisser de prix, et c'est pas que chez nous, c'est dans le monde entier. Apparemment là en Chine, la 7900 XT est tombée à 20% en dessous de son MSRP, donc de son tarif officiel, qui est une réduction assez importante en fait, et surtout très rapide, puisque la carte est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que chez nous, par exemple, le tarif actuellement est aux alentours des 850 € pour la 7900 XT, ce qui commence à devenir relativement intéressant, comme on a pu le voir sur une de mes dernières vidéos sur le coup à la frame. La carte, c'est très certainement une des mieux placées des cartes de nouvelle génération jusqu'ici, mais on n'est pas encore, nous, aux 20% en dessous du MSRP, puisque si on y arrivait, par exemple, eh bien ça nous donnerait plus 750 € que 850 €, et c'est vrai qu'à 750 €, la 7900 XT serait plutôt intéressante. Donc bref, on va espérer que le tarif continue de baisser chez nous également, et qu'on arrive à 20% en dessous du MSRP, ce serait plutôt cool. Et on continue du côté de chez Nvidia avec la GTC qui a lieu en ce moment, et Nvidia a tenu une petite conférence à la GTC, alors c'était Jensen qui a tenu cette keynote, c'était très orienté sur l'intelligence artificielle, mais Nvidia a quand même présenté quelques produits, principalement destinés aux développeurs pour l'intelligence artificielle justement, donc pas grand chose d'hyper intéressant pour les joueurs, mais la conférence en elle-même n'était pas inintéressante. Mais ça montre aussi qu'Nvidia met à l'heure actuelle un très gros focus sur tout ce qui est IA, et c'est plutôt logique vu l'engouement du marché, je dirais, sur l'IA actuellement, et Nvidia en est un des acteurs majeurs à l'heure actuelle. Donc il n'y a pas vraiment eu d'infos par exemple sur la RTX 4070, on aurait bien aimé avoir un petit peu plus d'infos, voir les specs officiels, ou peut-être même le prix, soyons fous, mais ça devra probablement arriver plus tard. Et de ce que l'on a entendu dire jusqu'ici, la 4070 devrait arriver pour le mois prochain, probablement pour la mi-avril, un petit peu avant, on verra bien. L'autre news gaming, c'était l'annonce du patch RT Overdrive pour Cyberpunk 2077. On savait qu'Nvidia devait en parler, et c'est des projets également pour la GTC. Donc ça a été le cas, le patch a été annoncé pour le 11 avril. Et pour rappel, ce patch, ce nouveau mode RT Overdrive, ce serait du quasiment pass tracing sur Cyberpunk 2077, qui le rendrait du coup encore plus lourd que ce qu'il est actuellement. Mais je suis quand même curieux de voir le rendu que ça aura sur ce type de jeu, puisque ce serait un des premiers AAA, je dirais, avec un monde aussi énorme, avec du quasi pass tracing. Donc ça pourrait être intéressant d'un point de vue purement technique, même si on se doute bien que ça devrait être assez compliqué de le faire tourner sur des GPU d'entrée de gamme. Petite info sur la RTX 4070, alors c'est pas la première fois dont on entend parler de ça. Apparemment, pour la RTX 4070, il n'y aurait plus le connecteur 12 pins, comme c'est le cas sur le reste de la gamme RTX 4000, d'obligatoire, puisqu'apparemment à partir de la 4070, les partenaires d'Nvidia pourraient inclure seulement du câble 8 pins, en l'occurrence un seul. Alors c'est plutôt cohérent dans l'ensemble, puisque de ce que l'on en sait, la 4070 est censé consommer environ 200 watts. Là, dans la logique, un simple 8 pins devrait suffire, et ça devrait permettre peut-être à certains partenaires d'avoir quelque chose de plus classique, peut-être un petit peu moins coûteux, j'en sais rien. Est-ce que ça permettra à la carte de coûter moins cher? J'en sais rien, on verra bien. Toujours du côté de chez Nvidia, mais avec Diablo 4 ici qui était en bêta pendant le week-end dernier, et apparemment, il y aurait eu des problèmes avec certains GPU. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'était passé avec New World il y a quelques temps. Je sais pas si vous vous souvenez, New World, quand il était sorti, il y avait certains GPU qui mouraient, tout simplement, quand on utilisait le jeu. Alors, ce qui était ressorti de tout ça, c'était surtout principalement certains modèles, en réalité, qui étaient mal conçus, tout simplement. Il y avait un modèle chez EVGA qui était particulièrement sujet à ce problème. Ça semble se représenter ici sur Diablo 4 avec un modèle de chez Gigabyte sur la 3080 Ti. Donc ça ressemble énormément à ce qui s'était passé à l'époque. On espère que Gigabyte réglera le problème avec les clients qui ont été impactés, et on espère aussi qu'à la différence de New World, que Diablo 4 ne présentera pas le problème à sa sortie, puisque pour rappel, un New World, quand c'était en bêta, il y avait le problème qui était déjà apparu, ça avait été identifié, ça avait été dit, et le jeu est sorti et le problème était toujours présent. On espère que pour Diablo 4 ça se passera mieux. Et on passe maintenant du côté de chez Intel. Alors, du côté des processeurs, chez Intel, on avait entendu plusieurs choses ces derniers mois en ce qui concerne la génération 14.
Donc normalement, dans un premier temps, on s'attendait à ce que ce soit Meteor Lake, soit une nouvelle architecture pour la 14e génération de processeurs, mais depuis quelques temps, on entend dire aussi que très probablement, en fait, ce serait pas la nouvelle génération qui débarquerait, celle-ci serait réservée aux PC portables dans un premier temps, mais sur PC de bureau, on aurait une nouvelle génération, mais elle serait basée toujours sur Raptor Lake, qui est la génération actuelle. Et au niveau de rumeurs, ce que l'on entend dire aussi, c'est qu'on devrait avoir un très léger gain au niveau des performances en single thread, mais pourquoi pas plus de performances également du côté du multithreading principalement. Donc bon, à voir comment Intel va découper cette nouvelle gamme, est-ce que ce sera intéressant ou pas, quels seront les tarifs, on verra bien hein, si c'est le cas, mais bon, si c'est vraiment simplement un refresh du Raptor Lake actuel, faudra pas s'attendre à d'évolutions majeures sur la gamme dans les grandes lignes. Toujours chez Intel, mais du côté des GPU ici, alors on a Raja Kodori. Alors Raja Kodori, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était l'architecte entre guillemets de Polaris et de Vega et en partie de RDNA 1 chez AMD, qui avait quitté AMD pour travailler chez Intel pour leur partie GPU. Et c'était un petit peu lui qui chapeautait AXG, et l'AXG en question qui a été dissous il me semble il y a quelques temps. Donc bref. Il avait été un petit peu mis de côté, je dirais, chez Intel, mais du coup il s'en va, donc est-ce qu'il a été poussé à la sortie d'une façon ou d'une autre? J'en sais rien, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'il quitte la compagnie. Est-ce que ça veut dire que la partie graphique chez Intel est en difficulté? Pas forcément, Raja Kodori, même si c'est quelqu'un d'assez connu et important dans le milieu du design de GPU et tout ça, il n'est pas tout seul non plus à travailler sur les projets. Là, de ce qu'on a vu chez Intel, il continue toujours à proposer des nouveautés du côté des drivers. Ils ont une roadmap à suivre du côté des GPU. On s'attend toujours à ce qu'on ait une nouvelle génération de GPU chez Intel dans quelques temps, même si on ne sait pas quand exactement. Ce qu'on sait aussi, c'est que chez Intel, les GPU, ça leur a coûté vraiment très très cher jusqu'ici, pour un retour pas forcément énorme. Donc bref, on verra bien comment tout ça évolue, mais c'est vrai que le départ d'une des personnes majeures, je dirais de la partie ARC et tout ça chez Intel, ça reste plutôt questionnant, on verra bien comment ça se passe par la suite. On repasse du côté de chez AMD avec Gigabyte qui annonce, entre guillemets, c'est plus une fuite ou une bourde, on sait pas trop en fait, comme quoi sur la plateforme M5 chez AMD, on devrait avoir de nouveaux processeurs de nouvelle génération avant la fin de l'année. Du coup, on sait pas trop à quoi s'attendre, puisque les Zen 4 X3D viennent à peine de sortir et ne sont pas encore tous sortis. On sait que Zen 5, fort logiquement, devrait suivre, mais il y a très peu de chances que ça arrive pour la fin de l'année. Zen 5, ce serait plutôt pour 2024 que pour 2023. Est-ce qu'AMD va faire un petit peu comme Intel, comme on vient de le voir, avec un refresh de la gamme 7000 d'une façon ou d'une autre? J'en sais rien. C'était pas prévu au programme, c'est pas quelque chose que l'on attend, mais c'est pas totalement impossible non plus. Alors après, si AMD fait vraiment un refresh de Zen 4, quelle forme celui-ci aura au final, ou est-ce que c'est juste quelque chose de totalement différent? Est-ce que ce sont des APU? Est-ce que ce sont d'autres types de processeurs? Enfin bref, beaucoup d'interrogations, on sait pas trop ce qui se passe ici. On va attendre d'en savoir un petit peu plus. Et on passe maintenant du côté du FSR3, puisqu'AMD en a un petit peu parlé à la GDC, même si on n'a pas eu énormément d'infos, on en sait maintenant un petit peu plus. Et c'est vrai que le FSR3, AMD l'avait annoncé plus ou moins au moment de l'annonce de RDNA 3, et c'est vrai que depuis c'est un petit peu le silence radio. Donc c'est plutôt une bonne chance d'en réentendre parler un petit peu. Alors ce qu'on a appris aujourd'hui, il y a plusieurs informations, c'est que déjà le FSR3 apparemment ça combinerait l'upscaling classique du FSR2 avec de l'interpolation pour produire ce FSR3, et rien qu'en disant ça, on se doute que dans l'approche et dans l'idée c'est un petit peu la même chose que le DLSS 3, mais fait de manière différente, un petit peu comme le FSR2. C'est un petit peu la même idée que le DLSS, mais fait de manière un petit peu différente. Là, pour AMD, ce sera un petit peu la même chose. Donc, les gros axes d'AMD, c'est l'augmentation des performances. Un petit peu comme le DLSS 3, c'est jusqu'à 2 fois les performances du rendu classique. Et pour AMD, comme pour Nvidia avec son DLSS 3, une des grosses faiblesses du frame generation, c'est l'augmentation de la latence. AMD bosserait également sur une réduction de la latence pour son FSR3 fort logiquement. AMD a également annoncé que le passage du FSR2 au FSR3 ou l'implémentation du FSR3 quand il y a déjà le FSR2 dans les jeux serait plutôt simple. Et le dernier point important pour ce FSR3, c'est qu'encore une fois celui-ci serait open source comme l'était le FSR2 et le FSR1, ce qui veut dire que celui-ci pourrait être utilisable par toutes les marques de GPU et
quiconque voudrait l'implémenter dans son jeu ou dans son programme pour une raison ou pour une autre. Ce qui voudrait dire aussi que, comme à une certaine époque, on pourrait voir débarquer des mods non officiels pour le FSR3 dans certains jeux par exemple, ce serait pas totalement impossible. AMD a également montré ce petit slide pour montrer comment ça fonctionnerait dans l'idée, ce FSR3. Alors par exemple, tout en haut, on a le rendu classique, où en gros, le GPU travaille, on rajoute les effets post-processing, comme on dit, ainsi que l'interface, et ensuite on recommence à chaque fois, la boucle infinie. Pour le FSR2, on sait également comment ça fonctionne, on a le GPU qui produit sa scène, on a l'upscaling derrière, et ensuite on rajoute les effets post-processing et l'interface, et ensuite on recommence. Pourquoi l'upscaling est fait entre deux? Tout simplement parce que les effets post-process et l'interface pourraient être affectés par l'upscaling, donc pour conserver quelque chose de plus stable et de plus net, on fait l'upscaling avant les effets post-processing, tout simplement. Et pour le FSR3, donc on aurait toujours le calcul de la frame classique, on aurait toujours l'upscaling avec l'interpolation qui serait rajoutée ici en même temps, on aurait toujours le post-processing et l'interface qui serait rajoutée, et juste avant la frame d'après, on aurait justement cette interpolation qui fera un petit peu le lien avec une fausse frame entre les deux frames classiques. Donc on voit ici que dans l'idée c'est plus ou moins le même délire que le frame generation, mais pas exactement pareil, puisque le frame generation, la façon dont ça fonctionne chez Nvidia, on calcule la frame de base, on calcule la frame d'après, on rajoute une frame entre deux qui est générée avec des algorithmes, intelligence artificielle et machin. Ici, ce serait une approche plus simple, un petit peu comme le FSR2. On verra comment ça fonctionne et on verra surtout ce que ça donne du côté de la qualité d'image et du rendu, puisque le DLSS 3 maintenant on connaît les forces et les faiblesses du truc. Le FSR 3, je dirais qu'il a encore tout à prouver du côté de la qualité d'image. On verra aussi ce que ça donnera du côté de la compatibilité GPU, puisque là-dessus on n'a pas vraiment eu d'informations en fait. En toute logique, ça fonctionnera sur RDNA 3. On espère vraiment que ça fonctionne aussi sur RDNA 2, puisque sinon ce serait un petit peu dommage. Mais bon, à mon avis, ça devrait fonctionner sur RDNA 2, puisque ça voudrait dire aussi du coup que ça fonctionnerait sur console, et à mon avis, l'intérêt est également là pour AMD. Et l'autre point qui a retenu mon attention aussi, c'est qu'apparemment, pour que cette interpolation se passe bien, AMD recommanderait au moins 60 fps de base pour produire les frames en plus. Et c'est pas totalement différent de ce que l'on a déjà pu observer avec le frame generation chez Nvidia. On sait que si on part avec un framerate bas de base, le frame generation en bout de course est un petit peu moins sympatoche que quand on a beaucoup plus de frames. Donc bon, on verra vraiment ce que ça donne, mais c'est vrai que dans les grandes lignes, les deux technologies semblent encore une fois se ressembler tout en étant différentes à la fois. À voir le résultat. Sinon, on n'a pas eu de date officielle pour la sortie de la chose. Tout ce qu'on a entendu dire, c'est que ça devrait être avant l'été. Donc on verra bien quand ça sort. Et ce sera intéressant de voir ce que ça donne. Et enfin, pour terminer, du côté du gaming, on a eu l'annonce officielle de la sortie de Counter-Strike 2. Alors c'est assez important quand même, puisque CS, c'est un jeu, je dirais, mythique sur PC, qui existe depuis de très nombreuses années, et qui reste encore à l'heure actuelle un des jeux les plus joués sur Steam. Donc CS2, c'est un gros morceau. Bon, même si, de ce que l'on en comprend, CS2, c'est principalement une grosse mise à jour de CSGO, mais ça le fait passer également du moteur source au moteur source 2. C'est plutôt une bonne chose, puisque c'est vrai que, le source d'origine, c'est un petit peu vieillissant. Là, apparemment, ça permettrait surtout à Valve de bosser et de produire du contenu de manière un petit peu plus simple et plus rapide, avec des outils plus récents, puisqu'apparemment ça venait de plus en plus compliqué avec les anciens. Donc bref, c'est intéressant de voir que Counter-Strike continue d'exister et continue d'évoluer, et en fait c'est pas la première fois que Counter-Strike change de moteur, puisqu'on était passé du Counter-Strike de base sur le moteur de Half-Life 1 à Counter-Strike Source et Counter-Strike Go qui eux étaient sur le moteur d'Half-Life 2. Bon, on n'a pas eu Half-Life 3, même si on pourrait considérer qu'Half-Life Alyx c'est un petit peu Half-Life 3, du coup Counter-Strike 2 se base sur ce moteur-là, enfin bref. C'est l'évolution, je dirais, de Counter-Strike dans le temps. Personnellement, je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner quand ça sortira, et c'est vrai qu'on a déjà vu des streamers pouvoir tester le truc. La grosse nouveauté, je dirais, c'est un petit peu le nouveau moteur en lui-même, Ça améliore un petit peu tout ce qui est éclairage et tout ça, principalement, peut-être aussi les textures. J'ai pas eu l'occasion de voir ça dans les détails, mais c'est vrai qu'au niveau du rendu, c'est un petit peu plus moderne que ce qu'on avait jusqu'ici. Même si c'est une évolution en douceur, on est d'accord. Une des grosses nouveautés, c'est les Smoke Grenades, donc les grenades fumigènes, qui fonctionnent de manière plus réaliste qu'auparavant, et même vraiment quand on tire à travers, ça crée un petit trou, comme on peut le voir ici.
Donc c'est des nouvelles mécaniques, c'est intéressant, et c'est vrai que le rendu est plutôt cool, hein. Pour les Smoke Grenades, pour le coup, c'est pas mal foutu. Bon, apparemment, les histoires de tick rate et tout ça, ce serait également amélioré par rapport à CSGO, donc bon, dans les grandes lignes, c'est une mise à niveau plus moderne, hein, de Counter-Strike, en ne changeant pas vraiment la recette de celui-ci. Et apparemment, bah, au niveau de la date de sortie, ce serait pour cet été, et on verra si Valve arrive à maintenir son calendrier également, puisqu'on sait que le Valve Time, hein, c'est toujours un petit peu approximatif. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!